Bon, je vais vous présenter les différents intervenants. Hector, assieds-toi. Donc, Hector Villarreal, qui est professeur à la Universidad de México et qui travaille en sciences économiques et sociales et qui a fait un modèle de micro-simulation sur la deuxième chance. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, quand j'ai compris ça, d'intervenir. Jacques Pelletan, qui est professeur à Paris 8 et qui intervient sur les questions de croissance et capital humain, avec Nathalie Chusseau, qui a fait un modèle de micro-simulation aussi de l'Université de Lille et qui par ailleurs travaille sur ces questions avec des centres de recherche japonais et dont elle va nous dire un mot. Christophe, qui est l'économiste, the chief economist of AFPA. AFPA, c'est le centre de la formation professionnelle en France. C'est le vrai centre de la formation professionnelle en France. Et Béatrix, qui a monté avec des amis l'Institut Spinoza et qui travaille sur l'économie du bien-être, tu travailles sur l'économie du bien-être et tu nous as beaucoup aidé à formaliser cette histoire de deuxième chance. Alors, la deuxième chance, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée politique d'une année de formation payée pour tous les Français. D'une année de formation payée pour tous les Français. Et donc, c'est un mot d'ordre politique. Ça concerne des jeunes qui sont en réinsertion parce qu'ils n'ont pas eu la chance de réussir leurs études et qu'ils ont besoin de se mettre au travail. Ça concerne aussi des cadres d'entreprise qui ont une cinquantaine d'années et qui ont besoin de changer, de se reconvertir, de créer leur commerce, de travailler dans différents domaines qui leur plaisent, etc. Et on attend de cela une flexibilité du marché du travail, une ouverture et un optimisme dans la compréhension de l'activité économique dans ce pays qui est immense. Et comme on est des économistes, et on s'en excuse, on va essayer de le comptabiliser en termes de gains, c'est-à-dire combien ça coûte, combien ça peut rapporter en termes de croissance et de productivité. Mais comme on est des économistes qui ne sont pas stupides et bornés, on essaye aussi, grâce à Béatrix, de le comprendre en termes de bien-être et de faire rentrer dans notre appréciation de ce que ça rapporte à la collectivité, les effets du bien-être et comment l'économie du bien-être peut d'ailleurs nous aider à conceptualiser ces formations. Parce que ce n'est pas le tout de dire un an, ça peut être 6 mois, 3 mois, même des périodes plus brèves et répétitives, mais comment, à partir des enseignements que vous avez tirés de l'économie et du savoir du bien-être, arriver à optimiser ces formations. Donc peut-être que c'est Nathalie et Jacques qui vont présenter le papier théorique qu'ils ont fait pour nous, pour la chaire. Et puis ensuite, je laisserai Hector présenter le travail que tu as fait de manière très informelle à Mexico et les enseignements que vous en avez tirés. Et je continuerai avec toi sur qu'est-ce que tu nous as apporté dans cette recherche et comment on peut continuer. Et enfin avec Christophe qui va nous dire, mais en fait l'AFPA, c'est Monsieur Jourdain de la deuxième chance. L'AFPA, depuis 1945, fait de la formation professionnelle. Beaucoup plus encore. Je commence. Madame le professeur, tu as des slides, toi ? J'ai des slides. Oui, donc je vais me mettre là parce que sinon ça va cacher tes slides. Ça marche. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher, la formation, l'éducation, la qualification et vous allez le voir dans quelques instants, la mobilité sociale. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un travail que j'ai effectué pour la chaire, une sorte de commande, et je vais commencer par vous expliquer un petit peu quel est le contexte dans lequel ce travail s'est réalisé. Les objectifs du travail. Je vais passer rapidement sur la méthode parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de modélisation économique. Surtout, je vais insister sur le type de simulation que j'ai mise en œuvre et bien sûr les résultats qui nous paraissent importants et surtout sur les limites de ce travail qui nous amènent, Jacques et moi, à poursuivre et à réorienter un petit peu nos travaux. Alors, le contexte de ce travail effectué pour la chaire est le suivant. On est parti, si on peut revenir jusqu'à la diapo précédente, ça serait mieux.
Juste la diapo précédente. Numéro 1, contexte 1. Avant, il n'y en a pas avant? Si. Page 3. Il bug, donc c'est pas grave, je vais vous le faire sans les mains. Alors, en fait, on est parti d'une annonce qui avait été faite par le gouvernement précédent. Il avait été annoncé que les jeunes sortis du système scolaire sans aucune qualification auraient un véritable droit, je mets des guillemets, à une deuxième chance, ce droit étant celui, pour tout jeune sans diplôme, de se faire financer à 100% de formation qualifiante. Donc ce droit serait inscrit sur le compte personnel d'activité et il correspondrait à peu près à 400 heures de formation. Et donc, l'idée a été la suivante, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc les objectifs en fait, du travail que j'ai réalisé pour la chaire ont été, à partir d'un modèle stylisé qui est supposé représenter au mieux les principales caractéristiques du système éducatif français, d'analyser l'impact de l'accès pour des individus qui ont quitté tôt le système scolaire sans aucun diplôme, l'impact d'une formation qualifiante gratuite de 400 heures, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, 1 an de formation, l'impact sur différents éléments. 1, le niveau général d'éducation dans l'économie, dans la société. 2, ce que l'on appelle les dynamiques intergénérationnelles et la mobilité sociale, et je vais y revenir dans une minute, et en particulier la possibilité de résorber ce que l'on appelle les trappes à sous-éducation. Et 3, la croissance économique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On part d'un modèle intergénérationnel d'éducation et on va regarder l'impact de cette année de formation gratuite sur la mobilité sociale intergénérationnelle et les trappes, ce que l'on appelle les trappes à sous-éducation. Alors, 2 remarques ici. La mobilité sociale intergénérationnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est on regarde en fait la façon dont le niveau d'éducation d'un individu va dépendre de celui de ses parents. Est-ce qu'il va monter dans le niveau d'éducation ou pas ? Et les trappes à sous-éducation, en fait, correspond à une situation un peu particulière dans laquelle on a des dynasties. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dynastie ? C'est une génération qui est reliée par un lien parent-enfant. Et donc, on a des dynasties qui vont rester non qualifiées, sous-qualifiées, de génération en génération, donc de père en fils. D'accord ? Et évidemment, ça pose des problèmes très importants dans une économie, puisque si on est non qualifié, trop non qualifié, on n'aura plus accès au marché du travail, on sera pauvre, on aura accès aux transferts sociaux, et tout ça va peser à la fois sur la dynamique économique, bien sûr, et sur les comptes sociaux et les comptes publics. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On construit un modèle stylisé qui représente le système éducatif français. Et je vais introduire à la 3e période, à la 3e génération, cette formation qualifiante gratuite de 400 heures pour les non-diplômés, c'est-à-dire 1 an de formation pour tous les individus qui, dans mon modèle un peu stylisé, se sont arrêtés à l'éducation de base obligatoire. Alors pour quelles raisons, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais en fait, ils n'ont pas pu la possibilité de poursuivre une éducation supérieure qui peut être de 2 types, soit un accès à une éducation technique, soit un accès à une éducation universitaire. Et j'étudie les conséquences de je vais appeler ça un choc de formation, sur la mobilité sociale entre les générations et la possibilité de résorber les trappes à sous-éducation, le niveau général d'éducation dans la société et la croissance économique. Voilà pour le tableau tel qu'il est dressé. Alors vous allez me dire, pourquoi s'intéresser à l'impact sur la mobilité sociale ? Alors je suis toujours tentée de répondre, et en général c'est ce que je réponds parce que ça fait partie de mes marottes, ça pourrait être une réponse suffisante, mais surtout parce que, contrairement à ce que l'on pense et ce que l'on croit, la France en fait est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents pèse le plus dans les résultats scolaires des enfants. On a de nombreuses études qui corroborent ceci, en particulier les enquêtes PISA de 2012 et la plus récente de 2016. Et vous avez sous les yeux ici quelques chiffres édifiants de la dernière enquête PISA. On a 40% des élèves issus des milieux défavorisés qui sont en difficulté, contre 34% dans la moyenne des pays de l'OCDE. Seulement 2% des élèves issus des milieux défavorisés
que l'on trouve parmi les élèves les plus performants. Et puis, en 2015, le milieu socio-économique explique plus de 20% de la performance obtenue pour les élèves de plus de 15 ans, c'est-à-dire pour la réussite scolaire des élèves de plus de 15 ans, contre 13% de la moyenne dans les pays de l'OCDE. Alors, il y a tout un tas d'autres études qui corroborent ceci, mais on a un vrai problème de mobilité sociale en France. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour modéliser ceci ? On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on est parti d'un modèle séminal qui avait été publié en 2011, d'accumulation d'éducation. Donc, on a des individus qui vont s'éduquer. On a des individus au sein d'une génération qui sont divisés en plusieurs groupes du point de vue de leur choix d'éducation. Donc, on a des individus supposés intelligents qui vont choisir de s'éduquer ou pas et qui vont évidemment être contraints. On fait des choix, malheureusement, des choix contraints. Et donc, ces individus, ils vont être contraints par au moins deux choses. La première chose, c'est le coût de l'éducation, puisque c'est coûteux de s'éduquer, même si vous allez voir ici que je modélise le système d'éducation français, donc je m'intéresse à l'éducation publique. L'éducation va être entièrement financée par un impôt sur le revenu des parents. Mais il y a un coût d'éducation, et puis surtout, l'individu lui va regarder ce que va lui rapporter le fait de poursuivre une éducation supérieure ou pas, en termes de salaire, quand il travaillera, il intégrera le marché du travail, et il va comparer ceci avec ce que ça va lui coûter. Et puis malheureusement, nos individus, ils sont contraints par ce que je viens de vous expliquer à l'instant, le déterminisme social. Ils sont contraints en partie par le niveau d'éducation de leurs parents. Et donc ça va évidemment influencer leurs décisions et leurs choix éducatifs. D'accord ? Alors je vais avoir des individus dans mon histoire qui sont prisonniers de trappes à sous-éducation, à sous-qualification, c'est-à-dire que si on ne fait rien, ils vont rester au niveau d'éducation de base obligatoire, de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, et j'ai oublié quoi, de père en fille peut-être. Et on va pouvoir déterminer finalement, à partir d'un modèle comme celui-là, ce que l'on appelle les dynamiques sociales. Et je vais vous montrer qu'avec cette année de formation gratuite, on va pouvoir faire sortir les individus de ces trappes à sous-qualification. Vous allez voir que c'est assez intéressant et que ça va avoir des impacts positifs sur la croissance économique. Alors, quelques mots rapidement sur le système éducatif, juste avant. Qu'est-ce que j'appelle structure du système éducatif ? En fait, c'est la façon dont les cycles éducatifs vont être organisés selon différents stades. Donc, vous allez voir qu'on a en fait 3 stades. On a une éducation de base obligatoire pour tous, la possibilité d'avoir accès à une éducation technique et la possibilité d'entrer à l'université. On regarde aussi dans cette structure du système éducatif la façon dont ces cycles sont divisés et aussi les procédures de sélection. Est-ce qu'on a une sélection à l'entrée dans tel cycle éducatif ou pas ? Et le financement public, c'est-à-dire la dépense publique que l'on alloue à chacun des cycles. Et ça, en économie de l'éducation, ça joue beaucoup. On sait notamment qu'il faut dépenser beaucoup plus dans l'éducation primaire que dans l'éducation secondaire, ce que l'on ne fait pas en France. Alors, rapidement, pour vous raconter un peu l'histoire qu'il y a là, j'ai une succession d'individus de génération, une succession de générations avec le même nombre d'individus. Alors, il faut penser ça un peu comme des hippocampes, ils s'auto-reproduisent. Les économistes, on fait un peu comme on peut, on modélise comme on peut. On a un individu, on a un modèle assez simple de ce point de vue, il vit 2 périodes. Il est jeune, et quand il est jeune, il reçoit une éducation de base gratuite obligatoire de l'État, et puis après, il vieillit et il peut répartir son temps de travail, son temps de vie, sa durée de vie, entre soit le travail, soit poursuivre une éducation supérieure, et cette éducation supérieure, elle peut être soit technique, soit universitaire. Toute l'éducation ici est financée par un impôt sur le revenu des parents. D'accord ? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le choix de l'individu va dépendre de ce que va lui rapporter son éducation supérieure compte tenu des salaires supérieurs qu'il aura en entrant sur le marché du travail s'il s'éduque, versus ce que, évidemment, ce que ça va lui coûter. Et il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce modèle, c'est que même si tous nos individus reçoivent la même éducation de base gratuite, à la fin de l'éducation de base, mes individus n'auront jamais le même niveau de capital humain, d'éducation, de formation. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ce niveau d'éducation va dépendre du niveau d'éducation de ses parents. Donc, et il apparaît en France, en plus, que la répartition du niveau d'éducation est assez inégalitaire.
Pour vous donner quelques chiffres, on a un nombre de diplômés conséquent en France, de diplômés du supérieur, mais on a un vrai problème, c'est qu'on a un nombre conséquent de personnes non qualifiées, c'est-à-dire qui s'arrêtent à peu près au niveau secondaire premier cycle. On doit être à peu près aujourd'hui entre 25 et 30% de non qualifiés, ce qui est évidemment énorme. Et pour vous donner une comparaison avec l'Allemagne, en Allemagne, on n'a que 10% de non qualifiés. Donc, vous voyez, on a une répartition très inégalitaire de ce niveau de formation, et une partie de l'histoire que je vais vous raconter dépend effectivement, malheureusement, notre performance éducative va être influencée par le niveau d'éducation de nos parents ces temps-ci. Alors, on va juste passer au schéma d'éducation juste après. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce qu'on fait. Donc, tous les individus ont une éducation de base obligatoire, donc à peu près jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis ensuite, ils peuvent soit intégrer le marché du travail, soit poursuivre des études techniques, soit poursuivre des études supérieures. Et là, il y a une hypothèse importante, c'est que les études supérieures à l'université, il y a une hypothèse importante, c'est que pour rentrer à l'université, il faut le baccalauréat. Donc il y a un seuil d'entrée, donc il faut un minimum d'éducation, hein, un diplôme pour accéder à l'université, et on va voir ça aussi que ça va avoir un impact. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On part d'un scénario de référence donc, qui est supposé représenter le système éducatif français. Et là, je pars d'un benchmark, hein, d'un scénario de référence. Donc, je considère mes individus sans accès à cette année gratuite de formation qualifiante. D'accord ? Je décide de mettre en place cette formation qualifiante gratuite de 400 heures à la troisième période, à la troisième génération. D'accord ? Et qu'est-ce que je fais ? Je ne leur demande pas leur avis, je prends tous les individus qui ont juste le niveau d'éducation de base et je les qualifie. D'accord ? Voilà ce que je fais. Et puis, évidemment, pour que ça soit un scénario de référence et qu'on puisse comparer ce qui se passe, on part d'une même répartition de niveau d'éducation à la génération initiale, à la génération 0, qui est, comme je viens de vous l'expliquer, une répartition relativement inégalitaire en France, et vous allez voir que la distribution est assez inégalitaire. Voilà. Alors, je suppose un nombre constant de 1000 dynasties, ça, on s'en fiche un petit peu, et puis je mets en place cette mesure à la troisième période, et ça se traduit par quoi ? Mais ça se traduit en fait par une augmentation, dans mon modèle, du niveau d'éducation de base d'une année, donc c'est un choc de formation, donc je qualifie tous mes individus qui se sont arrêtés à l'éducation de base obligatoire. En gros, j'augmente le temps passé à s'éduquer. Quelques chiffres voilà, sur le système éducatif français pour vous montrer qu'on essaie de calibrer avec ce qui se passe. On alloue à peu près 5,5% du revenu total à l'éducation. On a fait une répartition, la répartition suivante. 20% du budget est alloué à l'enseignement universitaire, 10% technique, 70% à l'éducation de base. Et puis, on considère à la première génération qu'on a seulement 10% de cette première génération qui peut avoir accès à l'université en raison du baccalauréat. Alors les résultats, et je vais vous montrer, je vais vous donner tout de suite mes résultats et je vais vous montrer quand même graphiquement à quoi ça correspond. Je n'ai même pas mis le chronomètre. On met un choc de formation à la période 3, un an de formation. Qu'est-ce qu'on obtient ? Première chose, on obtient une disparition de la trappe à sous-éducation 2 générations plus tard, à la période 5. Je vais vous montrer graphiquement à quoi ça correspond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit au bout de 2 générations, alors la question c'est à combien ça correspond de générations, à peu près à 25 ans, au bout de 2 générations, vous n'avez plus personne qui se limite à l'éducation de base. Les individus peuvent avoir accès soit à l'éducation technique, soit ils peuvent entrer à l'université. D'accord ? Si je compare avec mon scénario de référence, ça se produit 2 générations après. Donc en fait, avec un choc de formation d'une année de formation gratuite qualifiante, on gagne 2 générations dans l'impact positif, hein, et donc on gagne à peu près environ 50 ans. Qu'est-ce qu'on obtient aussi ? Ça aboutit à une augmentation importante du niveau d'éducation globale dans l'économie. D'accord ? Vous allez le voir dans une seconde. Et puis, par ailleurs, ça se traduit aussi par une augmentation non négligeable du revenu par habitant, donc de la croissance économique dans l'économie. Si on peut passer à la diapositive suivante pour que je vous montre celle d'après, que je vous montre un peu les résultats. Je vais me lever. Alors, j'ai pas de micro. Je peux prendre ça, non ? Tu vas me donner... Ouais, super. Merci. Ça marche ? Alors, voilà le scénario de référence, d'accord ?
Et voilà mon scénario avec ce que j'ai appelé mon choc alors de capital humain. J'aurais dû gommer, j'aurais dû mettre choc de formation. Vous voyez, ça c'est ma répartition de mon niveau d'éducation entre tous mes individus, qui est la même dans les deux scénarios qui sont simulés. D'accord ? Vous voyez une répartition assez inégalitaire. Alors vous moquez un peu de l'échelle. Ce qui est important, c'est que vous voyez, vous avez 3 groupes sociaux. Tout en haut, vous avez le groupe des diplômés du supérieur, ceux qui ont accès à l'université. Ici, vous avez ceux qui ont accès aux techniques. Et ici, vous avez une part importante d'individus qui se limitent à l'éducation obligatoire. Même distribution ici. Jusqu'à la 3e génération, on a exactement la même évolution. Alors vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous voyez que les individus, de génération en génération, ils font des choix d'éducation. Et tout cela, pour le moment, ils restent non éduqués. Et vous voyez que si vous regardez dans mon scénario de référence, tout cela reste non éduqué. Et puis au bout d'un certain temps, un certain nombre ici arrive à atteindre l'éducation technique, l'éducation supérieure, l'université. Et puis là, un certain nombre, au final, vont réussir à atteindre l'éducation technique. Et puis à très long terme, là, si on écoute Keynes, à très long terme, on sera tous morts, mais à très long terme, théoriquement, tous mes individus devraient sortir de la trappe. D'accord ? Sauf que ici, ça se produit à partir de la 7e génération. Et dès que vous mettez en place ce choc de formation, c'est-à-dire cette année gratuite de formation qualifiante de 400 heures, vous voyez que dès la 2 générations après, mes individus, je n'ai plus personne dans ma trappe à sous-éducation, je n'ai plus personne qui se limite à l'éducation de base obligatoire. Tous mes individus ici, ils font soit du technique, soit ils vont à l'université. Et deuxième remarque, si vous comparez en termes de niveau, ici ça correspond à un niveau d'éducation moyen à long terme, et vous regarderez, vous verrez que ce niveau d'éducation globalement est bien plus élevé que celui-ci. Donc on a 3 résultats, on a importants qui montrent que ce dispositif serait efficace. Le premier résultat, c'est que 2 générations après la mise en place du dispositif, on n'a plus de trappe à sous-éducation. Tout le monde poursuit une éducation au-delà de l'éducation obligatoire, ce qui évidemment va avoir un impact très important sur le niveau d'éducation globale dans l'économie qui devient plus important et sur le niveau de la croissance économique. D'accord ? Alors maintenant, je vais en venir aux limites, aux limitations. Est-ce que, évidemment, un modèle n'est jamais parfait, jamais complet. Et donc, ce modèle, en fait, il présente, à mon avis, un certain nombre de limites. La première limite, c'est que vous voyez qu'avec un modèle comme celui-là, on s'est concentré sur, on a voulu regarder l'impact sur la mobilité sociale, c'est-à-dire l'impact à long terme sur la façon dont l'éducation va se transmettre aux générations suivantes. C'est évidemment très important de montrer qu'avec un choc de formation comme celui-ci, on permet aux individus de sortir des trappes et de s'éduquer. Pourquoi ? Parce que ça va avoir une conséquence très importante, très bénéfique sur le niveau d'éducation globale de l'économie et sur la croissance. Et surtout, ça va réduire les coûts sociaux à long terme, puisqu'on aura moins de chômeurs et on aura moins de déficits sociaux, et on sera évidemment plus performant. Simplement, on n'est pas obligé de se concentrer sur cet impact sur la mobilité sociale. C'est un résultat important, mais ce qui maintenant nous semble important de mesurer et de quantifier, c'est d'évaluer précisément cet impact sur la croissance économique. Donc ça, Jacques va vous parler un petit peu de ce que l'on envisage de faire. Deuxième remarque, on est économiste, François-Xavier le rappelait tout à l'heure, et donc il faut qu'on s'intéresse aussi au coût de la mesure. Ce que je viens de vous montrer, c'est que cette mesure, elle est bénéfique à long terme, à moyen ou long terme, mais évidemment, il va falloir qu'on s'intéresse à ce qu'elle coûte, combien ça coûte de former quelqu'un pendant 1 an, ou 2 fois 6 mois, ou 3 fois 3 mois. On verra que peut-être que la flexibilité est importante de ce point de vue. Et puis, qui va être concerné par cette mesure ? Est-ce qu'on l'ouvre à tous les jeunes qui sortent du système éducatif en échec? Est-ce qu'on l'ouvre à tous les chômeurs? Est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde? Donc ça va être une vraie question aussi sur laquelle il va falloir travailler. Et puis, dernière remarque, cet impact très positif sur le niveau général d'éducation et la croissance, il est d'autant plus important que, comme je vous le disais tout à l'heure, en France, on souffre quand même d'une quantité de non qualifiés relativement importante et aussi
peut-être d'un nombre de diplômés du supérieur encore insuffisant, en particulier comparativement aux pays nordiques, hein, et en particulier je pense à la Suède, et notamment à l'importance de la formation continue en Suède. Hein, pour vous donner une idée, quand vous donnez un cours à l'université en Suède, la moyenne d'âge de vos étudiants, elle est de 30-35 ans, puisque vos étudiants, ils ont travaillé, ils ont fait leurs études en formation initiale, ils ont travaillé, ils reviennent sur les bancs de l'université pour continuer à se former. Et là, on a un petit peu encore de travail à faire à l'université française pour en arriver là. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Jacques. Oui, donc merci Nathalie. Par rapport aux premiers travaux qui avaient été effectués, on est parti notamment de la proposition qui avait été faite d'une année de formation universelle, c'est-à-dire la possibilité de former les personnes, pas simplement lorsqu'ils sortaient du système scolaire, mais avec une forme de droit de tirage, de cartouche utilisable d'1 an ou de 2 fois 6 mois, qui peut être entre 16 ou 18 ans et 65 ans finalement. Et si on sort un tout petit peu du regard des économistes, ça semble déjà à première vue une très belle mesure d'avoir cette possibilité de remettre à plat la formation et de retourner sur les bancs de l'école. Déjà parce que c'est quelque part reprendre la maîtrise des temps. Maîtrise qu'on a un petit peu perdue. Tu citais Cicéron ce matin. Pour Sénèque, finalement, le temps est la seule chose qui nous appartient. Toute chose est à autrui et seul le temps est ce que la nature nous a donné comme possession. Et peut-être qu'on a un peu perdu cette maîtrise des temps avec 3 âges, celui de la formation, celui du travail, celui de la retraite. Et quelque part, c'est une manière de reprendre la maîtrise des temps et de dresser un pont entre les générations. Et on se rend compte, tu citais l'exemple suédois, qu'il y a d'autres pays, la Finlande par exemple, le Danemark, où la possibilité de se former tout au long de la vie de manière beaucoup plus affirmée est quelque chose qui est mobilisé de manière beaucoup plus importante. Et au final, les gens restent beaucoup plus longtemps sur le marché du travail, en partie du fait de ce type de formation. Donc on a des marges de progrès très importantes. Et puis, on a beaucoup parlé dans cette campagne, un peu avant que Benoît Hamon ne s'écrase dans les sondages puis dans l'élection, on a beaucoup parlé de revenu universel. Et revenu universel, dès qu'on est dans le monétaire, on a beaucoup de mal à appréhender les choses dès lors qu'on n'a pas de disposition de la planche à billets. En revanche, il y a peut-être des biens premiers ou des biens essentiels qui nécessiteraient d'être apportés de manière universelle. Et une année de formation universelle, une année, on a parlé aussi du pass culture, on peut parler de biens de première nécessité comme le logement, comme la nourriture. Eh bien, considérer l'éducation comme un bien de première nécessité qui aurait un apport universel dans le reste de la vie, une fois qu'on est sorti de l'école, ça semble une très belle idée qui permet de répondre à 2 problèmes sur 2 échelles de l'âge de travail qui posent question, qui sont notamment les jeunes qui sortent non qualifiés, avec les trappes à sous-qualification, c'est-à-dire il y a à la fois un gâchis formidable de talent de la jeunesse et en plus doublé d'une inégalité qui est très forte. Et puis, lorsqu'on s'approche, on s'approche 45 ans, peut-être de la retraite, ça commence à être délicat sur le marché du travail. Si on doit travailler jusqu'à 68 ou 70 ans, c'est quand même embêtant d'avoir ce gâchis à partir de 45 ans. Et pour ça, il faut maintenir au fil du temps des compétences et avoir cette possibilité de se former. D'autant plus qu'on est dans un monde où il y a une polarisation croissante des emplois. Du fait du progrès technique, du fait des échanges internationaux, il y a les emplois intermédiaires qui baissent et les emplois du bas de l'échelle des qualifications ou du haut de l'échelle des qualifications qui augmentent. Donc si on est au milieu et qu'on perd son emploi, on a beaucoup de mal à retrouver un emploi équivalent et souvent on est entraîné plutôt vers le bas. Donc une telle possibilité de se former de manière bien plus affirmée durant la carrière, c'est une possibilité peut-être d'être entraîné vers le haut si l'on est amené à changer d'emploi. Maintenant, si on adopte une grille de lecture plus économiste, eh bien, le coût de la mesure, individuellement, si tant est qu'on a une idée un peu précise de ce qu'on met dans les formations, le coût individuel, on peut l'évaluer, on peut y avoir accès. On sait que de telles mesures doivent être très fortement incitatives si on veut éviter les biais de sélection et que les gens se forment réellement, donc maintien en très bonne part du salaire
que l'on avait, donc on sait combien ça coûte, et puis il faut également régler la question de savoir ce que l'on met dans les formations. Est-ce qu'on met du théorique, est-ce qu'on met de l'appliqué, est-ce qu'on fait comme Thierry Marx, cuisine mode d'emploi, où on apprend à faire de la cuisine, ou est-ce qu'on fait des choses beaucoup plus théoriques et où, par exemple, les universités sont amenées à contribuer pour former durant un an population. Mais une fois qu'on sait un peu ce qu'on a envie de mettre et quels sont les canaux d'incitation, le coût individuel, on arrive à le repérer finalement. Après, pour connaître le coût de la mesure, la grande question, c'est de savoir combien de personnes on va former. Il y a différents chiffres qui ont circulé. Emmanuel Macron parlait de former 2 millions de personnes sur un quinquennat, ce qui fait 400 000 par an. Si on veut former chaque personne une fois un an durant une carrière professionnelle, là on est plutôt de l'ordre de 7 à 800 000 par an. Donc il y a différents chiffres qui circulent, et pour savoir dimensionner la mesure, il faut un peu savoir ce que ça apporte à l'économie. Est-ce que les rendements sont croissants? Est-ce qu'ils sont décroissants? Comment on détermine l'optimum? Et pour savoir ce que ça apporte à l'économie, jusqu'à présent, on dispose essentiellement d'éléments microéconomiques. Alors, il y a beaucoup de travaux, évidemment, il y a des débats et des batailles de chiffonniers entre économètres, savoir si ça améliore la probabilité de retrouver un emploi de 5%, 10%, 20%, quelle est l'augmentation de salaire, mais avant tout des approches microéconomiques. Et on a décidé, avec Nathalie, d'essayer d'avoir une approche macroéconomique passant par le capital humain, et on se place dans la veine de modèles type croissance fondée sur le capital humain, notamment dans des économies vieillissantes. Et en général, ces modèles concluent que le vieillissement peut être positif pour la croissance, puisqu'il incite les populations à mieux se former plus longtemps. Mais généralement, pour pouvoir optimiser l'horizon d'amortissement de cet investissement, on décide de se former en début de carrière, c'est-à-dire par exemple, comme tu le disais, une année de formation en plus, ou aidé ou non aidé par la puissance publique, de manière à avoir le plus long horizon possible d'amortissement du capital humain. Dès lors qu'on sait ce qui va se passer à peu près dans la carrière et qu'on connaît le profil d'obsolescence du capital humain, ça peut apparaître optimal. Mais si l'on essaie de s'attacher aux causes d'obsolescence du capital humain, eh bien on a différentes causes. Il y a des causes de type technique, des causes de type économique, et on parle généralement d'atrophie, on peut parler de dépréciation au fil de l'eau, un peu comme dans les modèles de l'économiste Ben Porat. Et puis il y a des éléments qui ont bien plus trait de l'ordre du choc non prévisible et non déterministe. Et face à de tels chocs, qui peuvent être liés à la réorganisation du marché du travail, qui peuvent être liés à un choc technologique, et bien dans ce cas-là, on est bien en peine, en début de carrière ou à la fin de la formation, de savoir combien de temps on doit se former. Et dans un tel cadre, finalement, face à de tels chocs, avoir la possibilité d'utiliser soit 2 fois 6 mois, soit 1 an de formation à plein temps et très aidé, peut être tout à fait positif pour la croissance et l'emploi. Donc, avec ce type de modèle, le propos est d'essayer, même si on va quand même être très modeste sur les hypothèses sous-jacentes, l'idée c'est d'essayer de trouver un optimum pour dimensionner la mesure et savoir un petit peu ce que l'on met dedans. Après, il y a tout un autre pan, donc peut-être l'AFPA nous parlera et peut nous aider de manière très, très importante. Je ne sais pas si ce type de mesure et la remise à plat par le gouvernement d'Emmanuel Macron va se faire petit à petit par des expérimentations régionales d'abord, ou si ça va être mis en place en bloc, mais une fois que l'on aura des éléments plus probants et que les premiers stagiaires auront été accueillis, et surtout une fois qu'ils seront sortis de ces formations, est-ce qu'ils ont retrouvé un emploi, combien est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils ont créé leur entreprise, il y aura toute une évaluation à mener avec sûrement une profondeur de temps nécessaire, assez importante, c'est-à-dire d'aller voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après l'usage d'une telle mesure, ce que ça a apporté sur eux au niveau individuel et ce que ça a apporté sur la croissance et le taux de chômage au niveau collectif. Donc, à la fois de l'évaluation ex ante, ça, on a commencé à s'y mettre, on est dessus, et puis il y aura une grosse part aussi pour l'évaluation ex post, part qui devra tenir compte des variables proprement économiques stricto sensu,
mais aussi d'éléments beaucoup plus qualitatifs dont Béatrix va sans doute dire un mot. Merci Nathalie et Jacques, c'était très intéressant. Hector, we were having a lunch yesterday and you told me that you were doing micro simulation of VET in Mexico. ¿Puedes hablar un poquito de... I don't want to take many time away from the main panel, so I'm going to be very, very specific. For people that have worked with microeconomic data, specifically that have estimated Minserian equations, there's a fact that has called the attention of many researchers. If you use several waves in time, it seems that every time the experience factor is paying less and less. There are some hypotheses of what is driving this kind of result, but many believe that maybe it's a technological drive. What happens is that you have people in their middle age, it sounds a little bit strange, but let's say people in their 40s, around 40 or maybe 50, that maybe are not able to cope with new abilities in the labor market. So with that in mind, we did some simulations with very conservative assumptions, but we believe that the results were quite interesting. You get people around 40s or maybe early 50s. You give 1 year of vocational schooling with very specific tools, computers, and that they may use, that they may become literate with computers, things like that. After this year, during this year, you pay as a government their vocational school and you give them a scholarship. Afterwards, given the probability of going from the informal labor market to the formal labor market, plus the increase in their salaries, from a fiscal point, this will be like good business for government. So you are able to recover what you paid during this year, and at the same time, as Francois says, you give people a second chance. They will stay longer in the labor market, and especially in Latin American countries that don't have this safety net as Europe, we need to start looking for options for conventional pensions. So we believe these kind of tools are very promising. Unfortunately, policymakers are very behind in the discussion. When you think about education for adults, they basically think that you need to teach people how to read and write at the very, very basic skills. So this is going to be a shift in the way people think policy. We believe it's something that needs research, and especially we need to start testing with some groups and see if this comes out as we expected. But at least in the region, it should be something to pursue as soon as possible. Merci beaucoup, muchas gracias. C'est tout à fait en cohérence avec les travaux de Nathalie et de Jacques, et c'est tout à fait en cohérence avec ce que souhaite mettre en place la chaire et promouvoir. Et effectivement, quand on regarde les organisations internationales, que ce soit l'UNESCO, l'ONU, l'ILO, etc., l'essentiel, et c'est bien normal, l'essentiel des réflexions sur la formation professionnelle porte sur les personnes jeunes. Et très peu de choses sont pensées pour les personnes autour de 45-50 ans. Et pour autant, on a bien vu ce matin qu'on en a besoin. Et à différents titres, on a besoin de les former. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Et si on peut, pour le deuxième symposium, inviter tes économistes de ton centre de recherche à nous faire part de la simulation, plus que la simulation, l'expérimentation que vous allez mettre en place, ça serait formidable. Et si on peut ensemble avoir, tous ensemble, un petit travail commun pour militer auprès des organisations internationales sur l'urgence qu'il y a dans le monde à favoriser la formation professionnelle au-delà de 50 ans et d'en faire un mot d'ordre, en particulier auprès de la communauté européenne. Et je sais, Christophe, tu vas nous développer cela. Ce serait évidemment vital. Mais avant d'écouter Christophe
qui a beaucoup de choses à nous dire et à qui on a posé beaucoup de questions. Béatrix, c'est à toi peut-être. Oui, non, tiens, vas-y. Bonjour à tous. Donc, juste pour me représenter, moi, je fais partie de la Fabrique Spinoza, qui est un think tank qui travaille sur le bonheur citoyen. Et nous avons donc collaboré avec la chaire Transition démographique, Transition économique sur un certain nombre, sur des travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter les travaux, la méthode et les résultats auxquels nous avons abouti, je voulais avant toute chose faire un petit point sur des enjeux qui nous semblent aujourd'hui importants par rapport aux mutations du monde du travail et du monde de l'emploi et qui impactent tant les individus que les organisations, mais également les pouvoirs publics. Je voulais vous rappeler ces chiffres qui, pour nous, encore une fois, sont importants. C'est que l'OCDE et le Conseil d'orientation pour l'emploi ont récemment réaffirmé qu'environ 50% des emplois allaient être très fortement impactés par les mutations technologiques. Donc c'est effectivement ce besoin aujourd'hui de suradaptabilité ou d'adaptabilité des salariés ou collaborateurs au monde du travail qui émerge de façon extrêmement importante. Un autre élément, une autre donnée forte, c'est que 60% des emplois qui émergeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Autre point également significatif, c'est que vous pouvez constater une forme d'émergence très forte de la souffrance au travail. Certains parlent d'épidémie du burn-out. En 2014, le cabinet Technologia, qui est spécialisé dans les risques psychosociaux, disait qu'il y avait pour eux une estimation de 3,2 millions de salariés potentiellement en risque de burn-out. Et dernier point également qui nous semble important, c'est qu'on a pu constater, on constate aujourd'hui une aspiration nouvelle des travailleurs, qui est principalement des millennials, des nouvelles générations, avec une volonté, une quête de sens dans le travail qu'ils effectuent. Génération Cobaye a fait une grande enquête sur les 18-35 ans, et pour 58% d'entre eux, l'épanouissement passe par le travail. Alors, avant de parler de la méthode, je voulais refaire un point sur ce qu'on a appelé l'année de formation universelle, qui constitue le travail que nous avons co-rédigé, co-élaboré avec les chercheurs de la chaire. Il s'agit d'un droit universel à la formation. Ça a donné lieu à un rapport que je vous recommande de lire, qui a été publié en mars 2017 et qui s'appelle « Année de formation universelle, un droit à une deuxième chance ouvert à tous ». Alors, qu'est-ce que ce droit ? C'est un nouveau contrat de formation qui s'inscrit dans une dynamique d'apprentissage tout au long de la vie et qui se veut un dispositif extrêmement simple, lisible et accessible, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à des dispositifs extrêmement hétérogènes et parfois ténus. C'est la possibilité donc, pour toute personne de 16 à 64 ans de bénéficier d'une formation d'une année, alors effectivement sous forme de droit de tirage si on le souhaite, ou d'une année continue, pour effectuer une transition professionnelle, soit changer de métier, changer de secteur d'activité ou créer même sa propre entreprise. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on l'a imaginé avec de fortes incitations, notamment financières, puisque la formation sera prise en charge, le coût de la formation est pris en charge et les participants bénéficient d'une rémunération modulable en fonction du statut dont ils sont issus. Alors effectivement, je vous parle d'un droit universel. Ce droit universel, il est au départ ouvert à tous. Dans l'esprit dans lequel on l'a imaginé, c'est de dire qu'il s'applique principalement aux décrocheurs. Je vous rappelle que les chiffres du décrochage en France, on est autour de 100 000 personnes, 100 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans diplôme ni formation, avec un stock qui aujourd'hui avoisinerait les 2 millions. On a voulu aussi l'appliquer à ce qu'on a appelé, nous, des switchers, c'est-à-dire des gens qui sont en transition professionnelle. Donc je vous montrerai par la suite la modélisation qu'on a faite. Ce n'est pas la Fabrique Spinoza qui l'a faite, mais bien évidemment les économistes de la chaire. Et le point central également de notre année de formation universelle, c'est que nous l'avons centré sur une trajectoire et un axe majeur qui est celui du bien-être. Et le bien-être, on l'a appliqué à un double niveau, c'est-à-dire qu'on l'a, dans la méthode, appliqué à des dispositifs de formation que nous considérons comme
intégrant le bien-être dans la démarche de formation. Alors, pour revenir un tout petit peu plus en avant sur la démarche, comment on a procédé pour imaginer et designer cette proposition de politique publique? On a tiré les enseignements de plus de 150 rapports et études scientifiques, notamment des études provenant de la science du bonheur, qui est une science relativement récente et qui couvre différents champs de recherche, dont l'économie du bonheur, la psychologie positive, la philosophie, les neurosciences. Et nous avons regardé sur le terrain, à la fois en France et à l'étranger, quelles étaient ce qu'on pouvait considérer comme des pratiques de formation vertueuses pour développer l'épanouissement de l'individu. Alors on est allé chercher du côté bien évidemment de certains dispositifs français tels que ce que fait l'AFPA, ce que fait l'école de la seconde chance qui a été créée par Madame Edith Cresson et qui s'applique aux décrocheurs avec une pédagogie bienveillante. On est allé regarder ce que font les États-Unis du côté des community colleges. Qu'est-ce qu'ils font du côté des États-Unis ou du Canada? Eh bien, pour des populations plus fragilisées, on se rend compte qu'il faut un environnement soutenant pour que la personne s'inscrive complètement dans un dispositif de formation. Qu'est-ce qu'on appelle par dispositif soutenant? C'est à la fois des incitations financières, mais également de l'aide pour rechercher un logement, de l'aide pour procéder à des démarches administratives. On est allé également regarder du côté du Danemark avec effectivement une formation tout au long de la vie, avec 2 formes d'écoles, ce qu'on appelle les after school, excusez-moi pour l'accent, qui sont des écoles qui ont été créées entre le secondaire et l'université entre le collège et le lycée, pour que les élèves puissent prendre une année pour finalement mieux se connaître. Ce sont les after school. Et il y a également une formation tout au long de la vie à travers des Hochschule, qui sont des écoles sans examen, sans cadre strict, où les personnes viennent par le dialogue et par des relations interpersonnelles positives apprendre et s'auto-alimenter, auto-alimenter leur capital humain. Je vois le timekeeper. Donc, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte pourquoi on a fait intervenir le bien-être dans l'éducation. Parce que les études auxquelles nous sommes référés montrent, par exemple, 3 choses. Lorsque vous avez des affects positifs, on se rend compte que la transition entre le monde scolaire et le parcours professionnel est une transition qui est réussie. Lorsque vous avez des affects positif, vous vous rendez compte que vous réussissez mieux vos examens. Lorsque vous avez également, vous êtes dans un bien-être psychologique, vous vous rendez compte, les études le montrent, que vous faites des choix d'orientation qui sont beaucoup plus positifs pour vous. Donc ça, c'était un premier point. Dans un second temps, comment nous avons procédé pour modéliser cette année de formation universelle? Nous sommes partis d'un public cible, donc 100 000 décrocheurs et 400 000 switchers, auxquels on a insufflé une année de formation universelle, et on a regardé les résultats de ce que donnait à la fois en termes ce que donnaient les conséquences d'une année de formation pour eux, et à la fois les effets induits d'un meilleur bien-être pour cette population qui a été formée. Alors, d'un côté, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un coût cette année de formation universelle, puisque, encore une fois, la formation est prise en charge et il y a une forme d'allocation qui est intégrée dans le dispositif. Mais il y a des effets extrêmement positifs sur le plan des gains de productivité, tant par le fait de donner une année de formation supplémentaire que par le fait d'être dans un dispositif psychologique d'épanouissement personnel. Les études en sciences du bonheur montrent que lorsque vous êtes quelqu'un d'heureux, vous avez un gain de productivité accru de 12 à 44%. On a également considéré et regardé des études que lorsque vous étiez des gens avec un affect positif, vous étiez plus créatif. Alors nous, on a impulsé un gain de créativité de 10%. Dernier point également, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont heureux sont des gens qui sont moins absents et donc qui ont une santé qui s'améliore. Donc vous avez des réductions de coûts sur des dispositifs de santé publique. Donc si on regarde les effets en global dans la modélisation qu'on a faite et qui sont effectivement dans le rapport de l'année de formation universelle, on a un coût d'un côté global de la mesure de l'année de formation sur ce public cible qui serait de 11 milliards, mais on a des gains
des gains en effet induits liés à la formation et au bien-être qui est cumulé à cette année de formation de 21 milliards. Voilà, tout ça pour vous dire, et je rejoins Jacques, que effectivement nous attendons avec impatience les dispositions qui vont être prises par le gouvernement par voie d'ordonnance sur la formation professionnelle et que ça nous semble un point extrêmement crucial à regarder et sans doute à appliquer sur le plan des territoires. Prendre ce micro, si tu veux bien. Et donc, c'est toi, notre Monsieur Jourdain. Merci, c'était vraiment très intéressant et passionnant. C'est toi, notre Monsieur Jourdain. Et comment l'AFPA s'approprie tous ces résultats et tous ces travaux qui sont évidemment une priorité? Oui, moi l'AFPA étant l'organisme, comme vous le savez, central de la... Je vais en dire un mot. Voilà. Mais voilà, moi je vais intervenir un peu en praticien. Et je suis le dirigeant d'un organisme qui est très chanceux, puisque chaque année, nous contribuons à faire plusieurs dizaines de milliers de belles histoires de vie, de personnes qui on rencontre à un moment donné de leur vie professionnelle un incident de carrière, une rupture professionnelle, et que nous aidons à remettre sur le marché du travail et en emploi. Et je puis vous dire que c'est toujours des belles histoires et qui sont parfois très émouvantes. Alors c'est pour ça que la deuxième chance, oui, d'une certaine façon, aux côtés des écoles de la deuxième chance qui sont tournées vers les jeunes, ce que nous appelons l'utilité sociale de l'AFPA, et j'y reviendrai, c'est d'être aujourd'hui, et pas la seule, beaucoup d'autres organismes y contribuent, mais nous y contribuons d'une façon particulière à être l'école de la deuxième chance des adultes. Et, comme mes collègues à cette table, nous attendons aussi avec beaucoup d'impatience et avec force proposition la façon dont le plan d'investissement dans la formation professionnelle pour les 2 millions de demandeurs d'emploi, soit jeunes, soit plus fragiles et notamment les chômeurs de longue durée, va pouvoir être mise en œuvre parce que nous venons de vivre une expérience qui a été, sur l'année dernière, l'objectif de doubler le nombre de formations pour les demandeurs d'emploi. Le plan 500 000, aujourd'hui il y a 500 000 demandeurs d'emploi, grosso modo, qui tous les ans bénéficient d'une formation. Le gouvernement précédent avait mis comme objectif et les moyens pour passer à 1 million. Voilà. Et finalement, ce plan s'est mis en œuvre à travers ceux qui ont la compétence sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi dans notre pays, ce sont les conseils régionaux et Pôle emploi. Et qui l'ont mis en œuvre exactement de la même façon qu'ils mettent en œuvre les politiques de formation habituelles. Ce qui fait que, à contrario, ça n'a pas contribué forcément à préparer sur les compétences d'avenir et ça n'a pas été non plus précisément tourné vers des publics cibles. Voilà. Donc, on peut apporter un certain nombre d'observations qui peuvent aider le gouvernement d'aujourd'hui à bâtir son plan. Oui, non, c'est des formations courtes. Alors, je vais y venir. Mais pour cet après-midi, je veux simplement vous livrer 3 idées. Je les cite et j'y reviendrai après. D'abord, dans la question du retour à l'emploi, l'âge est le facteur de loin le plus déterminant, beaucoup plus, par exemple, que la durée du chômage. On y reviendra. L'investissement dans la qualification professionnelle pour les seniors, puisque nous accueillons, quand je parle de seniors, c'est de plus de 50 ans. Nous accueillons plus de 15% de nos publics sont des seniors. Nous avons des résultats en termes de taux d'accès à l'emploi qui, vous allez voir, sont performants, c'est-à-dire aujourd'hui sont tout à fait comparables à l'ensemble des catégories de personnes. Et on peut facilement l'améliorer si on prend la globalité des questions qui se posent aux personnes. Parce que pour rentrer dans un processus cognitif, dans un processus d'apprentissage, il faut l'esprit libre, il faut être débarrassé d'un certain nombre de questions que le processus d'exclusion sociale amène immédiatement. Voilà. Et troisième idée,
les questions de l'emploi et du chômage dans notre pays, je veux simplement faire référence à l'étude McKinsey, je crois 2013, qui mettait en garde quand même notre pays sur le fait qu'à l'horizon 2020, il pouvait se trouver avec plus de 2 millions de personnes durablement exclues du marché du travail, et en revanche à peu près autant, sinon plus, d'emplois qui ne trouvaient pas à être pourvus, et donc qui avaient vocation à être délocalisés. Donc on a, par rapport à ça, aujourd'hui, une action massive de résorption du nombre de chômeurs, en particulier seniors, qui sont, en raison de cette caractéristique où beaucoup sont en chômage de longue durée dans un processus d'exclusion, et que cet investissement, il a un retour sur investissement. Je vais pouvoir vous donner quelques chiffres. Et puis, au-delà de ça, il y a une action de prévention, c'est-à-dire qu'il nous faut consolider des dispositifs réglementaires ou des pratiques professionnelles qui, aujourd'hui, sont balbutiantes sur la question de la gestion des deuxièmes parties de carrière. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 60 ans d'avoir un travail exactement de même nature et de même performance que quelqu'un qui en a 30. Alors, l'AFPA, très rapidement, c'est une association qui est devenue un établissement public au 1er janvier de cette année, avec une particularité, c'est une gouvernance, un conseil d'administration où même si l'État a un poids, puisqu'il en assure la tutelle, il y a une participation des partenaires sociaux, des confédérations syndicales et des organisations patronales, qui est tout à fait essentielle, puisque historiquement, l'AFPA est l'objet d'un consensus social des partenaires sociaux. Et je peux témoigner, depuis 5 ans au conseil d'administration, on pourrait ne pas identifier si c'est la CGT ou le MEDEF qui parle quand il s'agit de l'action de l'AFPA. Cette EPIC est dotée désormais de 2 filiales qui sont destinées au marché concurrentiel, soit des demandeurs d'emploi, puisque les régions le mettent en œuvre à travers des marchés publics, soit à la formation des salariés. Cet établissement public a une mission d'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est ce que dit la loi d'habilitation votée en 2015 pour créer cette EPIC. Les personnes les plus éloignées de l'emploi, c'est une notion qui n'est encadrée par aucun texte. Donc, nous en avons une définition de bon sens, qui est de dire que toute personne qui, en raison d'une absence de qualification ou qui, ayant une qualification obsolète au regard du marché du travail, est donc une personne éloignée de l'emploi. Après, on peut avoir un débat infini, mais voilà. Tout le monde peut devenir éloigné de l'emploi. Absolument, mais dans nos parcours professionnels, on peut les uns et les autres être amenés effectivement à des révisions déchirantes. Voilà, donc cet établissement public est évidemment l'opérateur de référence pour la certification sur les titres professionnels du ministère du Travail, puisque aux côtés de l'éducation nationale, un certain nombre de ministères sont certificateurs, et en premier lieu, le ministère du Travail, qui a environ 250 titres professionnels qui correspondent à des métiers. Nous avons aussi des missions nationales de service public pour travailler avec les entreprises, pour identifier les compétences de demain dont elles auront besoin et faire les expérimentations de formation qui sont nécessaires et préparer les certifications. Et une mission aussi d'expertise territoriale sur les compétences, qui est une contribution au service public de l'emploi, et y compris au niveau local ou régional. Et puis, ce qui nous intéresse plus directement aujourd'hui, nous avons dans ces missions nationales la tenue d'un observatoire du devenir des stagiaires de formation professionnelle qui ont candidaté au titre professionnel. Et pas seulement des gens qui se sont formés à l'AFPA, mais dans tous les organismes de formation professionnelle qui sont agréés. Ce qui fait aujourd'hui
un périmètre d'à peu près 115 000 personnes tous les ans. Et donc, vers lesquelles est dirigée cette enquête pour déterminer notamment à 6 mois où est-ce qu'ils en sont par rapport, 6 mois après la formation et l'acquisition du titre professionnel, où est-ce qu'ils en sont sur la question de l'accès à l'emploi. Alors, et il y a aussi une enquête sur la satisfaction des employeurs au regard des employeurs qui ont embauché dans l'année une personne qui a eu le titre professionnel. Au passage, par rapport à ce qui a été dit par Nathalie, moi, nous ne comptons pas les heures de formation de la même façon. Pour moi, 400 heures de formation, c'est 3 mois. Parce qu'on a des stagiaires du Code du travail et qui se forment 35 heures par semaine. Voilà. Nos parcours, la durée moyenne de nos parcours de formation est de 800 heures, donc de 6 mois. Ce qui n'est pas innocent au regard du coût et de la formation et de l'indemnisation ou de la rémunération du temps de formation. Et notamment pour le congé individuel de formation, les FONGECIF aujourd'hui sont très attentifs à la durée des parcours. Voilà. Alors, très clairement, nous avons accueilli l'année dernière, mais c'est un chiffre légèrement supérieur aux années précédentes en raison du plan 500 000, mais nous avons accueilli 160 000 personnes en formation, dont 110 000 demandeurs d'emploi. D'accord. Ça va être difficile. Sur les formations de niveau 5 à 3, donc du CAP au BTS, on a aussi une formation de niveau 2 en informatique, équivalent à une licence professionnelle. Parmi ces publics, 17% ont plus de 50 ans. Notre public cible majeur se situe plus dans la tranche des 25 à 35 ans, avec 2 catégories. Autour de 25 à 30 ans, ce sont des jeunes qui sont sortis du système sans qualification ou avec une qualification qui ne leur a pas permis d'avoir accès au marché du travail et qui ont galéré, qui ont fait des petits boulots, etc., pendant quelques années, et qui, à un moment donné, vers 23-25 ans, ont besoin de se stabiliser. Et puis, ensuite, il y a une deuxième partie, c'est les trentenaires de 30 à 35 ans qui ont un début de carrière professionnelle et qui ont envie de changer. Voilà. Et puis, enfin, après 40 ans et au-delà, c'est un public de licenciés économiques. Là, qui a besoin en général, ce n'est pas simplement un besoin d'adaptation de compétences pour passer d'un employeur à l'autre, mais d'une reconversion professionnelle. Alors, ce qui fait que les parcours qualifiants que nous menons avec ces demandes d'emploi se situent sur des parcours assez longs, de l'ordre de 800 heures, tandis que les 50 000 salariés que nous accueillons par ailleurs sont beaucoup plus sur des formations qui durent de 2 ou 3 jours, par exemple pour des habilitations, les CACES comme on les appelle, ou pour des adaptations de compétences, et c'est d'une durée moyenne de l'ordre de 40 heures. Ça va une bonne semaine. Alors, les résultats et la performance de ces qualifications vers les seniors. D'abord, quand même, pour souligner que la courbe de croissance du chômage de longue durée et du chômage des seniors est exactement parallèle entre 2009 et 2016. On a, si j'ose dire, gagné 1,5 million de plus de demandeurs d'emploi de longue durée et 1 million de chômeurs de plus de 50 ans. Ils étaient 400 000 en 2009, ils sont 1,4 million aujourd'hui, et nous avions 1,5 million de demandeurs d'emploi de longue durée, on a 2,5 millions aujourd'hui. C'est catégorie ABC. Les catégories D qui sont dispensées de recherche d'emploi ne sont pas dans ces chiffres. D'une façon générale,
toutes catégories confondues, les stagiaires qui ont acquis un titre professionnel dans les organismes de formation que j'ai cités tout à l'heure, ont un taux d'accès à 6 mois, un taux d'accès à l'emploi dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont occupé au moins un emploi dans les 6 mois après la formation. 67% ont pu avoir accès à l'emploi. Public ou privé? Quel que soit l'emploi, mais c'est généralement privé. Si on prend ceux qui occupent un emploi au moment de l'enquête à 6 mois, on est à un taux légèrement inférieur. On est... non, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc je passe. Donc on est, pour les 50 ans et plus, à un taux d'accès à l'emploi de 50,1%. Et il est, pour les 18 à 25 ans, chômeurs de très longue durée, plus de 2 ans, à 66,9%. On voit que l'écart d'âge est bien déterminant. Mais ce que je veux dire, c'est que 50% d'accès à l'emploi, oui, ben, on peut avoir une dérogation? Non. Bon. Il y a plein de questions qui vont être posées. D'accord. Dernier message que tu fais passer. En revanche, chez les seniors, le dernier message, c'est le taux d'emploi durable, c'est-à-dire de CDD de plus de 6 mois ou de CDI, est plus élevé que chez les jeunes. Et voilà. Donc, dernière chose, par rapport à la question européenne, j'ai mobilisé ces derniers jours les 2 réseaux d'organismes de formation professionnelle européens en leur disant qu'est-ce que vous avez comme dispositif ou comme projet européen en cours en ce moment sur la problématique du retour à l'emploi des seniors. J'ai qu'un seul écho, c'est des collègues du Veneto qui ont actuellement un projet en cours soutenu par le FSE. Mais c'est effectivement dans toute la littérature de la Commission européenne depuis des années, on est sur les jeunes avec des résultats effectifs, mais la question des seniors est encore en devenir elle-même. Super. Merci beaucoup, Christophe. Bravo pour tout ce panel qui était, enfin, moi je trouve passionnant. J'espère qu'il vous a intéressé. Ça marque aussi notre souhait de travailler avec l'AFPA à la chaire et d'aller plus loin, au-delà des ordonnances, etc., et d'aller plus loin, et peut-être de le faire au niveau international, et en promouvant cette idée finalement très innovante de formation des seniors, hein, de pouvoir se former, de changer de métier après 50 ans et même au-delà. Et Johanna de l'Université de Rome, j'aimerais avoir tes premières réactions à ça. Thank you very much for all these presentations. I found them very interesting, plenty of important evidence from the policy perspective. If this is not enough, I was thinking about the research that we've been doing at Tor Vergata about the cognitive aspects of the evolution of adults. And what we found is that basically individuals, parents who are adults and invest in their cognitive abilities, so this can happen through vocational trainings and any other courses or trainings that they undertake, have spillover effects on their parenting style, so also for their children. Children happen to have higher cognitive abilities as well, and they are found to have higher educational outcomes as well. So there is this black box of plenty of spillovers that probably cannot be even monetized and expressed to the policymakers. But all this debate is very interesting and has plenty of scopes for generations and intergenerational perspectives. So very interesting. Thank you very much. Pour éviter ces spillovers et tout ça, c'était une idée de Jacques d'ailleurs, c'était de créer une université supplémentaire, virtuelle, c'est-à-dire qui soit rayonnante sur tout le territoire et qui puisse prendre en charge rapidement avec les MOOCs, etc., ce besoin de formation. Et je pense que c'est un des prochains thèmes qu'on va étudier ensemble. D'ailleurs,
rassembler les gens physiquement et réellement. Oui, oui, bien sûr, Et pas que la virtuel, virtualité ça je suis d'accord est avec toi. réelle. Les rencontres sont importantes aussi, c'est évident. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec M. Christophe Denon. Tout à l'heure, vous dites à partir de 60 ans, on est capote, quoi, on dit, hors service. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a certaines personnes. Non, je ne prends pas. Il y a certaines. Oui, exactement. Il y a certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils ont autodidacte derrière, plus les formations en plus. Par exemple, à titre d'exemple, comme vous dites, Madame Béatrix Jounot, ils ont parlé de transformation numérique. Parce que dans 10 ans ou 5 ans à venir, les postes se sont transformés on est obligé de faire des formations des personnes qui sont dans les entreprises innovantes. Je vous rebondir sur votre idée, c'est-à-dire que, bon, à titre d'exemple, je suis ingénieur informatique et aussi je suis, oui, d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis formé à l'extérieur des sociétés. Un exemple, à titre d'exemple, des grandes sociétés informatiques. En plus, une partie, on ne peut pas former perpétuellement. Il faut c'est-à-dire acheter des livres pour former soi-même. Une partie d'activité, c'est la formation. Comme vous dites prioritaire tout à l'heure, vous n'avez pas parlé des autodidactes. Une partie autodidacte, une partie de formation publique. Voilà. Ma question, c'est que vous dites de la formation, certaines personnes qui n'ont pas relayé, parce que si le logiciel est hors service, comme vous dites, après l'université, il travaille à l'extérieur, il ne peut pas former soi-même, quelquefois. Et puis, il ne peut pas relayer perpétuellement. Voilà. C'est pour cette raison que je vous réponds à cette question-là. Oui, peut-être en faisant rapidement, je me suis mal fait comprendre. Moi, je suis au contraire convaincu qu'il y a un avenir professionnel au-delà de 50 ans. Ce que je relate auprès de l'expérience, c'est un travail fait avec des personnes qui ne sont pas passées à l'université généralement et qui sont sur des métiers de niveau 5 et 4, c'est-à-dire de niveau CAP ou technicien, et qui... en ce moment, il y a un débat public sur la question de la pénibilité au travail. Il est clair qu'un maçon, puisque nous avons 100 sites sur lesquels nous formons des maçons, des milliers de maçons tous les ans. Un maçon à 50 ans, il ne peut plus avoir la performance professionnelle qu'il pouvait avoir à 30 ans. Donc il faut au contraire lui construire un avenir professionnel qui lui soit accessible et qui lui permette de travailler peut-être jusqu'à 65-67. Merci Christophe. Vous aviez une question? Oui. Ma question, c'est porte sur les références par rapport à cette idée de deuxième chance qui n'est pas nouvelle en fait. Il y a eu un certain nombre de dispositifs par le passé. Moi, j'ai été chef de département formation professionnelle à l'ADARES. Et il y a 20 ans, on faisait des études sur ce qu'étaient devenus les gens qui avaient fait le congé individuel de formation, qui était vraiment la deuxième chance. Eh bien, ça avait été très surprenant, mais pour 90% des gens qui étaient passés en congé individuel de formation, ils avaient été très contents de se changer du travail et de faire une chose pendant un an, mais pour 90% d'entre eux, ça n'avait eu aucun effet ni sur le salaire, ni sur le poste. Ce qui peut-être veut dire que le marché du travail n'est pas aussi parfait qu'on peut l'imaginer en théorie économique, et que la notion de formation initiale, elle reste quand même très prenante. Un autre exemple aussi sur la deuxième chance, qui est un peu plus ancien, qui date de Michel Rocard, c'est le CFI, le fameux congé formation individuelle, qui était vraiment pour les jeunes, les décrocheurs scolaires, pour lesquels l'État a dépensé des sommes considérables. Voilà. Et ma question, c'est est-ce que dans les évaluations ex post dont vous parlez, est-ce que vous avez pris connaissance de tous les travaux qui ont été faits sur ces expérimentations depuis 30 ans? Pour une part,
sur les enquêtes de devenir dont j'ai parlé, c'est uniquement sur ceux qui ont été en formation sur l'acquisition du demandeur d'emploi, acquisition du titre professionnel. Cette enquête de devenir ne porte pas sur les bénéficiaires du CIF. Néanmoins, vous avez raison quand vous dites que le marché du travail n'obéit pas à des règles forcément simples. Néanmoins, la sélectivité qui est, au fil des années, de plus en plus grande sur les attributions de congés individuels de formation, ont sans doute contribué à les orienter davantage vers des changements professionnels. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui le Conseil en évolution professionnelle qui est là aussi pour, et les fonds GESIF sont un des 5 réseaux du Conseil en évolution professionnelle, pour mieux aider à l'orientation des CIF ou des demandeurs d'emploi. Parfait, merci. Vous aviez une question, madame? Donc, est-ce que on n'a pas... Le premier critère de discrimination est l'âge, au-delà de la religion, de la couleur de peau, etc. Et c'est pas assez connu, et je trouve qu'on ne fait pas assez de promotion du dynamisme qu'on peut avoir à un certain âge. Bien sûr, je parle pour moi. Pour ma part, j'ai repris des études à la retraite à 60 ans, à Normal Sup, un truc de sciences cognitives, mais je suis pleine de gens, entourée de gens qui font la même chose. Et c'est très dur, vous l'avez dit, de se réinscrire en université. Oui. Nathalie. Je pense que ça, c'est un vrai problème qui est lié au fonctionnement du marché du travail en France et qui est lié au coût du travail. Quand vous dites qu'effectivement ces seniors vont coûter cher, alors ils vont coûter cher, s'ils ne retrouvent pas d'emploi par ailleurs, ils vont toucher des allocations chômage non plafonnées avec des salaires élevés pendant 3 ans. Donc ça, c'est une des vraies questions aussi. On est un des rares pays en Europe à ne pas plafonner les allocations chômage. Évidemment, ça veut dire que si jamais on les plafonnait, il faut en amont intervenir pour favoriser, pour maintenir l'emploi des seniors. On ne peut pas, d'un côté, demander aux gens de partir à la retraite à un âge plus tardif. Et quand on regarde les taux de chômage des gens à partir de 50 ans, enfin, je veux dire, il y a un vrai problème. Et je crois que ça rejoint le problème de coût du travail en France, où en fait, ces seniors qui sont très actifs, très performants, sont très bien rémunérés. Et les entreprises en France préfèrent employer des jeunes beaucoup moins bien rémunérés et non formés à un certain moment où la carrière, au moment de leur carrière de ces seniors, ils deviennent extrêmement coûteux relativement à la possibilité d'employer des jeunes qui peuvent former sur le tas et qui sont bien moins consommateurs en matière de salaire et de ressources. Donc je pense que c'est un vrai problème du marché du travail. Merci. Quelques remarques complémentaires sur l'évaluation et notamment du CIF et savoir dans quelle mesure ça marche sur le salaire, sur la probabilité d'être en emploi, etc. Il commence à y avoir un relatif consensus sur le fait de distinguer des périodes de formation très courtes d'adaptation au poste de travail ou des périodes de formation qui peuvent être plus longues et permettre une reconversion. Donc on y va 2-3 jours. Effectivement, quand on demande aux gens ce que ça leur a apporté, ou une semaine, c'est sympathique, mais il y a un relatif consensus pour montrer quand même que sur des formations plus longues, ça marche un peu mieux. Deuxième chose, là où on se singularise pas mal en France, c'est sur la baisse du taux de participation ou du nombre d'heures à la formation avec l'âge, très fort. Ça va assez rapidement. Sur les 50-60 ans, on est à 4 fois moins ou 5 fois moins que sur les 25-30 ans. Et il y a une très forte baisse avec l'âge en France, que ce soit en nombre d'heures ou en taux de participation, et qui nous singularise par rapport à d'autres pays où traditionnellement les gens restent plus longtemps sur le marché du travail. Alors c'est un problème de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'ils restent longtemps sur le marché du travail parce qu'ils sont formés ou est-ce que... Mais il y a des méthodes pour essayer de trouver ça. Et c'est tout particulièrement dommage
parce que vous parliez des capacités physiques, des capacités cognitives. Il y a certains types de capacités cognitives qui, évidemment, évoluent avec l'âge, mais l'évolution, la vitesse de la baisse, elle est ce que les économistes appellent pompeusement très endogène. C'est-à-dire ça dépend énormément de ce que l'on a fait pour la maintenir, justement, y compris de la formation et des formations intello, entre guillemets. Donc, cette baisse forte avec l'âge plus en France qu'ailleurs, elle est particulièrement dommage pour ces raisons-là. Pour terminer, un message d'espoir. J'ai dit que 50% des plus de 50 ans ont accès à l'emploi dans les 6 mois. Je veux dire, ça n'est que 16% de moins ou 17% de moins que l'ensemble du périmètre. Donc, il y a une marge de progression qui est évidente si, en même temps que la formation, on prend en charge un accompagnement global de la personne et qui traite de toutes ces problématiques pour l'aider à réussir son parcours de formation et sa réinsertion sur le travail. C'est évidemment essentiel. Donc, on a appris, 1, que c'est un thème majeur de la chaire, 2, qu'on allait continuer, qu'on allait travailler avec l'AFPA sur des parcours et du coaching et une approche, maintenant qu'on a fait l'essentiel du travail théorique, une approche pragmatique et concrète des dispositifs à mettre en place. 3, avec l'Université de Mexico et peut-être avec l'Université de Rome, essayer de monter quelque chose auprès des organisations internationales pour militer en faveur de ce besoin qui n'est pas propre à la France. Alors on se compare toujours avec l'Allemagne, etc. C'est un besoin qui existe dans toute l'Europe, peut-être à part nos amis allemands et danois, de mettre en place un programme ambitieux à l'échelle européenne pour favoriser la formation des seniors. Je vous remercie. Je crois qu'on peut les applaudir vivement et se donner rendez-vous l'an prochain pour le résultat des expérimentations et travaux. Merci à tous.